En compagnie européenne, parce que la Turquie fait partie de l'Europe, n'est-ce pas? Ça m'intéresse pas. Non, la Turquie m'intéresse maintenant. Ce qui est important, si tu veux, c'est d'établir des relations et d'établir des courants de pensée, des courants de résistance, des contre-courants, je dirais, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Je pense que cette réunion d'aujourd'hui est dans ce sens, et quand je vois l'affluence qu'il y a, ça montre bien que ça répond à un besoin, et un besoin de réfléchir sur ce passé et en relation avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc je suis très contente de me trouver ici à Strasbourg. Ce n'est pas la première fois que je viens ici à la médiathèque. J'étais déjà venue faire une conférence sur un couple de résistantes, justement, André Jacob et Evelyne Garnier, un couple de lesbiennes qui a terminé chef du réseau NAP. Donc, c'est pas du tout connu, je les ai découvertes par hasard. Et c'est deux femmes très intéressantes parce que André Jacob était donc, excusez-moi de la présenter comme ça, la nièce de Max Jacob, la cousine de Max Jacob, et Evelyne Garnier, qui est la nièce de Maritain. Jacques Maritain, donc il y a des archives à côté de Strasbourg, on y est allé l'année dernière. Et d'ailleurs, maintenant, les archives sont ici à Strasbourg, et je pense qu'il y a de quoi écrire un livre. Alors, donc, c'est un des prochains livres. Parce que c'est très, très intéressant, et ces femmes ont été complètement occultées à la Libération, très certainement parce qu'elles étaient homosexuelles. Donc voilà, donc on a beaucoup à faire, en particulier pour disons, faire connaître l'action des femmes, des homosexuels, dans la résistance elle-même, parce que c'est ça qui est important. Et là, aujourd'hui, je vais aborder un sujet difficile pour deux raisons. Donc, j'ai choisi de parler de résistance, sexualité et nationalité au cœur de Ravensbrück. D'abord parce que Germaine Tillon et Geneviève de Gaulle vont entrer au Panthéon l'année prochaine. Et c'est vraiment une reconnaissance importante de la participation des femmes à la résistance, même une reconnaissance tout à fait exceptionnelle. La femme inconnue du soldat inconnu que nous honorions le 26 août 1970 en déposant une gerbe à l'Arc de Triomphe a désormais un nom, deux noms même, auquel est associé l'hommage de la nation. Et ça, c'est très important parce que la nation, on ne rend jamais hommage au combat des femmes. Et il se trouve que Germaine Tillon a écrit un texte, donc à Ravensbrück, qui aborde ces trois questions. C'est le Verfügbar aux enfers. Je ne sais pas si vous connaissez ce texte. Donc c'est un texte qui a été donné, c'est une opérette. Donc elle a écrit ça caché pendant que ses camarades tiraient le rouleau. Et donc vous voyez, c'est cette écriture-là, c'est un petit fascicule. Et donc c'est un peu écrit à plusieurs, en fait, je veux dire, c'est elle qui tenait la plume, mais quand même il y avait des idées de chapitre. Ouais. Or, c'est un petit groupe de Françaises, Triangle Rouge, des résistantes, qui ont décidé d'avoir le statut de Verfügbar. Ça veut dire de disponible. En allemand, j'espère que je ne me trompe pas. Verfügbar en allemand, ça veut dire disponible, ça veut dire disponible pour toutes les corvées du camp, parce qu'elles ont refusé de travailler pour l'industrie de guerre allemande. Siemens, vous savez, la très grande société Siemens qui a fait son beurre dans les années 40 en faisant travailler les esclaves dans ces industries. Donc, elle refusait de travailler, ce qui signifiait qu'elle n'avait pas la tranche de pain supplémentaire qui était donnée aux femmes qui travaillaient dans l'industrie de guerre. Donc, elles ont opté pour la faim, en quelque sorte. Geneviève de Gaulle aussi a été déportée à Ravensbrück. Donc, toutes les deux étaient résistantes. Germaine Tillon a été arrêtée en 1942. Elle faisait partie d'un réseau
pas tout à fait le réseau du Musée de l'Homme, mais un réseau de sauvetage des aviateurs alliés. Et elle a été arrêtée par un agent double d'ailleurs, et elle a été arrêtée en même temps que sa mère, Émilie Tillon, et sa grand-mère, qui avait 90 ans. C'est-à-dire toute la famille Tillon faisait de la résistance, et en général on ne parle que de Germaine, mais il faut dire que la grand-mère a été arrêtée, et comme elle avait 90 ans, ils ont fini par la libérer. Mais sa mère, Émilie, a été aussi déportée à Ravensbrück. Et d'ailleurs, elle a été gazée pour crime de cheveux blancs, dira Germaine. Elle avait 60 ans. Donc, c'est après cet événement qui a engendré une très, très grande dépression chez Germaine, parce qu'elle avait une relation très forte avec sa mère, que ses amis l'ont poussée à écrire cette opérette à Ravensbrück. Donc ça, c'est le premier point. Et Geneviève de Gaulle, elle, a été enfermée une grande partie de sa déportation dans la prison du camp, le bloc, et elle a écrit un livre, La traversée de la nuit, je ne sais pas si vous l'avez lu, qui est très différent parce qu'elle raconte son expérience dans la prison, où elle n'avait que pour seule compagnie un cafard. Et c'est un très bon livre. Alors la deuxième raison qui m'a poussée à travailler sur ce sujet, c'est que j'aimerais sortir du discours actuel sur la déportation homosexuelle, sur la victimisation de la déportation homosexuelle. Parce que bien sûr, il y a eu des homosexuels qui ont été déportés pour motif d'homosexualité, donc qui relevaient du paragraphe 175. Ce sont d'ailleurs que des hommes, parce que les femmes ne relevaient pas de ce paragraphe-là. Mais l'homosexualité dans les camps, ce n'est pas uniquement les victimes. Il y a des homosexuels qui ont occupé des positions dominantes. Et chez les femmes, bon, il y a eu la construction de la capo lesbienne, hein, la capo sans cœur, etc. Donc il est important qu'on s'attaque à cette question-là pour savoir quelle réalité ça recouvre et comment le petit groupe des Françaises, parce que les Françaises ne comprenaient que 8% de la population. Bon, les camps, c'était toute la population européenne. Hein. Donc les plus grands noms, c'était les Polonaises, les Russes, les Allemandes. Hein. Donc les Françaises, 8%. Et elles sont arrivées à la fin, à partir de 43, 44. Ça veut dire que toutes les positions dominantes étaient déjà occupées par les Allemandes et les Polonaises. Donc ça explique aussi pourquoi les Françaises, ce sont des disponibles de faire full bar, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment au plus bas de l'échelle. Donc, mais la question que pose ce texte, cette opérette, hein, c'est que j'aimerais comprendre les raisons qui poussent un groupe de résistants françaises à stigmatiser des lesbiennes. Je précise des lesbiennes allemandes. Et comment elles accréditent ainsi la figure de la lesbienne capot qui abuse de sa position dominante pour imposer des relations sexuelles aux prisonnières en échange de nourriture et de leur protection. Je dois d'abord préciser que Germaine Tillon n'a jamais voulu publier ce texte. Elle a cité des extraits dans son livre de Ravensbrück, mais elle n'a jamais cité d'extraits sur les lesbiennes, sur les passages sur les lesbiennes. Ce sont ses amis qui ont, disons, profité qu'elle avait 100 ans pour faire un accord avec l'éditeur, que je connais personnellement, puisque c'est le même éditeur qu'Amélie, et qui ont donc publié Le Faire Fulbert aux Enfers, qui pose vraiment beaucoup de questions. Et bon, on en parle très peu, et moi je pense que pour nous, féministes, c'est important d'aborder toutes ces questions-là. Parce que ce sont des questions qui ont pesé beaucoup sur le MLF et sur la solidarité possible entre homo et hétéros, si je peux dire, sur quelle base la fonder. Donc, Se Faire Fulbert aux Enfers met en scène trois grandes communautés de camps. Les triangles rouges, alors vous savez que les politiques, les triangles rouges c'est des politiques, et toutes les Françaises étaient considérées comme triangles rouges, quelle que soit leur position dans la résistance
ou dans la situation française, parce que, par exemple, il y a des prostituées qui ont été déportées parce qu'elles avaient transmis une maladie vénérienne à des soldats allemands, et elles avaient le triangle rouge. C'est-à-dire toutes les étrangères avaient le triangle rouge. Vous avez la deuxième communauté du camp, c'est les cartes roses. Ce sont les prisonnières âgées ou infirmes qui sont dispensées du travail forcé. Et bien sûr, Germaine était très concernée par mettre les cartes roses comme personnage du camp. Et vous avez la troisième catégorie, c'est les julots. Les julots, ce sont les lesbiennes. Qui sont vus comme des privilégiés qui exploitent des détenus assujettis. Il y a un quatrième personnage qui incarne le point de vue de Germaine Tillon, c'est le naturaliste. Et bon, évidemment, Germaine, elle était anthropologue, hein, donc c'est le point de vue scientifique entre guillemets, hein, et qui a un humour extraordinaire. Hein, absolument, par exemple, je vais vous donner un exemple. À propos de leur état physique hein, et des seins. Et donc elles étaient affamées, évidemment. Et elle dit, à propos des seins, elle dit, ce ne sont plus des seins, ce sont des martyrs. C'est un exemple de l'humour. Donc c'est un texte qui est très très intéressant. Je ne peux pas rentrer, je vais juste aborder la question du juge. Alors, le livre commence, donc l'opérette, hein, c'est une revue avec des chants, avec des actes, etc. Ça commence donc sur la présentation des Ferfudbars, et en particulier une déportée, Nénette, qui a 50 ans, qui faisait de la résistance, qui cachait les juifs, qui cachait les abréteurs, qui faisait des pots de papier, etc., qui a été arrêtée par les sapos de la rue des Saussées. Donc vous voyez, on est en 44 à Ravensbrück, qui raconte tout ça, qui a été torturée, qui a eu fait la baignoire, etc. Donc parmi les femmes de Ravensbrück, il y en a beaucoup qui ont été torturées, déjà avant d'être déportées. Donc elle raconte tout ça jusqu'à l'arrivée du cœur des Julots. Hein, elle appelle ça le cœur des Julots. Et alors le cœur des Julots arrive en disant: regardez comme nous sommes chics, comme nous sommes gras, comme nous sommes beaux, oh là là, nous sommes les champions du vol, de la combine et du culot, le regard hardi, les cheveux plaqués, le verbe haut, c'est nous qui sommes les Julots, aux bonnes places dans la cuisine de la cantine et des bureaux, à nous les bas de soie, les linges très fines, les chics manteaux. Bon, on comprend tout de suite que c'est une antithèse de Ferfudbars. Hein, bon. Donc après, il y a une scène où un julot, donc je reprends, un julot arrive devant Nénette, je vous rappelle qu'elle a 50 ans, et elle lui donne une tranche de pain blanc, et Nénette, et en lui disant du gefällt mir, tu me plais chérie. Et comme Nénette ne comprend pas l'allemand, elle demande la traduction. Donc Lulu de Colmar lui dit: elle a dit que vous étiez son type et qu'elle ne demandait pas mieux que d'être le vôtre. Promenade sentimentale en se tenant par le petit doigt, le là, baiser sur la bouche, etc. Si le cœur vous en dit, général. Mais quel genre ai-je donc se demande Nénette. Et elle continue comme ça. Je ne suis pas celle que vous croyez, passez votre chemin, monsieur, mademoiselle, veux-je dire, je ne mange pas de ce pain-là. Donc vous voyez, au niveau de la métaphore du pain, je ne mange pas de ce pain. Donc, Nénette tend sa tranche de pain au julot qui lui dit: vous pouvez garder le pain, j'ai une touche à la cuisine, j'ai tout ce que je veux. Puis elle dit qu'elle part la semaine prochaine pour le POUF comme volontaire, que ça fera le meilleur effet dans son dossier, car ici, elle est pour une histoire LL, ça veut dire lesbonne libre. Et dans les notes qui ont été faites par Alice Coustelbinet, qui était une compagne de déportation de Germaine, il est précisé que le pouf signifie bordel en allemand. La direction des camps de concentration avait installé des petits bordels dans les grands camps d'hommes comme faveur pour les détenus fonctionnaires. Les prominentes, les filles de ces bordels étaient recrutées à Ravensbrück
On leur promettait la libération au bout de 6 mois. En fait, on les voyait revenir épuisés, dévorés de maladies. Elles n'étaient pas libérées, elles mouraient rapidement. Les lesbiennes qui acceptaient de passer 6 mois au bordel dans l'espoir d'une libération tombaient donc dans le double piège tendu par les nazis, acceptaient l'illusion de rentrer dans le droit chemin, entre guillemets, tout en s'exposant à une mort certaine. Donc, vous voyez, vous avez cette double situation. Hein. Vous avez les Françaises qui se différencient donc des lesbiennes allemandes, mais en même temps, vous avez l'image de la répression spécifique que vivent les lesbiennes. Alors, comment se fait-il que les résistants ne se sont pas solidarisés avec les lesbiennes allemandes? Je vais vous raconter d'autres citations, parce que bon, j'ai lu beaucoup de témoignages, et finalement, l'homosexualité est présente dans énormément de livres. Moi, je veux dire, quand on commence à étudier, on s'aperçoit que presque toutes les femmes qui ont écrit sur leur déportation parlent de l'homosexualité. Donc, par exemple, dans un autre passage du Verfügbar, il y a Marmol qui dit au sujet de la prison du camp, qui s'appelle le Strafblock, c'est un bloc spécial pour les dames du trottoir qui ont maladroitement julotté, ou les julots qui ont clepsie. Autrement dit, le Strafblock est réservé aux lesbiennes prostituées, celles qui ont volé et qui sont trop voyantes. Alors, toujours une note d'Alice Postelvinet qui précise qu'il était un bloc disciplinaire où l'on enfermait les détenus coupables d'infractions au règlement intérieur du camp ou des prisonnières politiques à surveiller spécialement. La majorité de ces détenus étaient des asociales allemands, spécialement brutales et s'affichant comme lesbiennes. Le Strafblock était entouré d'une clôture de barbelés spéciale, c'était le paradis des julots. Le mot paradis des julots jure cruellement avec le titre de l'opérette, le Verfügbar aux enfers. L'opposition entre l'enfer et le paradis, entre le statut de Verfügbar et celui des lesbiennes, n'est pas une figure de style, mais bien l'expression d'un rejet très profond de ces femmes pseudo-privilégiées, désignées par les nazis eux-mêmes à travers le triangle noir, à la stigmatisation de leurs compagnes de déportation. Tout est bon pour diviser les détenus et empêcher leur solidarité. Donc, vous voyez, avec ce texte, on a ici une scène caractéristique du clivage entre sexualité, nationalité, résistance. Parce que moi, je m'identifie tout de suite